Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire spécial diagnostiqueur immobilier. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation si nombreux puisque vous êtes près de 100 à vous être inscrits. Donc nous allons passer une heure ensemble pour parler pathologie des sinistres, responsabilité civile professionnelle, jurisprudence et pour vous communiquer des bonnes pratiques pour vous permettre de minimiser les risques qui pèsent sur votre activité. Alors l'organisation de ce webinaire, c'est quoi? C'est 3/4 d'heure de présentation. Des questions-réponses. Pour cela, vous pouvez poser vos questions en cliquant en bas à droite sur l'icône QR de votre écran et nous y répondrons au maximum. Donc, nous allons passer une heure ensemble. Pour ce faire, je suis entouré de deux experts réputés dans le monde du diagnostic immobilier. Donc, Maître Perrault du cabinet Avox, spécialisé dans la défense des diagnostiqueurs immobiliers, et Monsieur Jean-Marc Vernet, président fondateur de la société Irilus Formation. Donc, vous pouvez peut-être vous présenter quelques mots. Alors, les dames d'abord, bonjour. Donc, moi, je fais partie du cabinet Avox, dont je suis associée, qui a été créé assez récemment, en juin dernier. Mais toute mon équipe exerce dans le domaine du diagnostic immobilier depuis 15 ans pour certains, 12 ans pour ma part. On était avant au cabinet HP et associés. Vous connaissez probablement le nom de mes associés, Jean-Marc Pérez et Laurent Lucas, des noms qui sont assez réputés maintenant dans la défense des diagnostiqueurs immobiliers, qui est notre cœur de métier depuis bien longtemps. Moi, je me présente, Jean-Marc Vernet, donc je suis le président fondateur d'Irilus Formation, société de formation essentiellement basée dans le cadre de la formation e-learning, formation à distance pour les diagnostiqueurs immobiliers dans le cadre de leur montée en compétences et de leur formation obligatoire dans le cadre de la formation continue. Voilà. Je vous remercie. Donc, moi, Grégoire Puig, chargé de clientèle, profession réglementée chez Verlingue. Donc, nous accompagnons les diagnostiqueurs immobiliers à travers une offre de services qui intègre la négociation, la gestion de vos contrats d'assurance et la conduite de vos dossiers sinistres. Alors, pourquoi ce diagnostic? Pourquoi ce webinaire, pardon? La profession de diagnostiqueur immobilier est une profession qui est en pleine structuration. Nous pourrons en parler plus tard. Mais la sinistralité reste importante. Elle impacte le marché de l'assurance, elle impacte vos primes d'assurance et malheureusement la pérennité de votre activité. Alors, nous accompagnons de nombreux cabinets, des petites structures, des créations d'entreprises et donc nous sommes très attentifs à la prévention. Nous sommes vigilants à ce que pour que vous puissiez exercer votre activité en toute sérénité. Donc, je vous propose de vous présenter rapidement notre vision de la sinistralité en 3 petits slides et puis nous développerons, nous vous apporterons des clés pour qu'à la fin de cette heure passée ensemble, vous puissiez prendre des mesures, disposer de clés pour minimiser les risques et les conséquences financières sur votre activité. Donc, en premier slide, sur la répartition de la sinistralité par diagnostic immobilier. Donc, nous constatons que le sinistre le plus fréquent, c'est l'amiante, plus précisément l'amiante avant-vente. On rentrera dans le détail un peu plus tard, suivi de la termite qu'on pourrait regrouper avec l'état parasitaire, et en troisième lieu, la loi Carrez. L'information essentielle qui ressort de ce graphique, c'est que finalement, l'amiante est à la fois le diagnostic le plus sinistré, mais également le plus coûteux, puisqu'il représente 42% des sinistres et 69% de la sinistralité en termes de coûts. Donc, je vous propose tout de suite de passer sur un second slide sur notre vision des sinistres par tranche de règlement assureur. Donc, voilà. Donc, nous pouvons constater que 64% des sinistres, finalement, sont inférieurs à 10 000 euros et représentent 19% de la charge assureur. Donc, nous sommes clairement face à une sinistralité de fréquence. Ensuite, nous voyons que 15% des sinistres se situent entre 10 000 euros et 50 000 euros, ce qui reste très important et qui, bien sûr, impacte le rapport entre vos primes d'assurance et l'indemnisation pour l'assureur. Et ensuite, nous voyons que 15% des sinistres n'entraînent pas d'indemnisation, heureusement. Malheureusement, ça reste insuffisant pour compenser la fréquence des sinistres et des sinistres de forte intensité, hein, notamment sur l'amiante avant démolition. Donc ça, on va en parler. Et puis, nous pouvons lire justement que 4% des sinistres ont un coût entre 50 000 euros et 100 000 euros. Et 2 sinistres sur 100 entraînent des versements, des indemnisations supérieures à 100 000 euros et représentent ainsi 44% de la charge assurée. Alors, je vois que nous avons déjà une question sur quel est le coût moyen d'un sinistre. Alors, justement, c'est l'objet du slide suivant.
Donc, le coût moyen des sinistres, le coût moyen d'un sinistre supérieur à 0 €, si nous enlevons les sinistres qui ne donnent pas lieu à indemnisation, est de 16 900 € par sinistre. Le coût moyen global d'un sinistre, si nous laissons les fameux 15% qui n'entraînent pas d'indemnisation, demeure important puisqu'il est à 14 847 €. Donc, ça reste très important. On parle de sinistres de fréquence, mais on voit que le coût moyen des sinistres est quand même très important. Et le coût moyen hors amiante est supérieur à 0 € et de 9 326 €. 9 326 €. Voilà, donc l'intérêt de ce slide, c'est de vous montrer que finalement, nous sommes face à des sinistres de fréquence, mais dont les montants, les conséquences restent très importantes, ce qui explique aujourd'hui les difficultés assurantielles et les majorations de primes depuis 2-3 ans. Donc, en résumé, le sinistre le plus coûteux, c'est l'amiante avec un coût moyen de 26 000 €, suivi de l'état parasitaire, de la loi Carrez, de la termite, et puis l'électricité et le DPE. Petite précision pour le technique immobilier à 21 191 €. Il s'agit d'une classification interne dans la gestion des dossiers sinistres qui concerne finalement des dossiers dans lesquels le diagnostiqueur immobilier est mis en cause sur plusieurs diagnostics en présence de plusieurs vices cachés. Donc, voilà notre présentation de notre vision de la sinistralité. Donc, ce n'est pas une surprise. L'amiante est le sinistre numéro 1, suivi de la termite, puis de la loi Carrez, et juste derrière le DPE et l'électricité. Je vous propose peut-être de bénéficier de l'intervention de nos experts sur ces 3 sinistres. Vous pourriez nous faire part de vos retours d'expérience, tant en termes de cause du sinistre, en termes d'indemnisation, de préjudice, et nous délivrer des bonnes pratiques. En termes de sinistre, je pense que très souvent, la problématique vient beaucoup du rédactionnel du rapport plutôt que de l'incompétence, comme on entend de temps en temps par certains prestataires, du diagnostiqueur immobilier. Je pense que d'une manière générale, le diagnostiqueur immobilier fait relativement bien son travail. C'est un bon professionnel, il est formé pour ça, il est certifié pour ça depuis 2007. C'est un professionnel, on peut estimer dans la majorité des cas, qui a de bonnes pratiques. Le problème est souvent lié au rédactionnel de son rapport et au fait que lui a une interprétation qui n'est pas totalement transparente et que la justice, les avocats, les gens qui vont le mettre en cause vont avoir une interprétation différente à la lecture du document. Et souvent, la mise en cause, je pense, mettre… Tout à fait, c'est exactement ça. Le particulier qui va lire le rapport et qui est donc l'utilisateur final, lui n'a aucune notion du jargon qu'on utilise en matière de diagnostic immobilier. Il n'est pas du tout apte à comprendre les choses s'il n'y a pas des mentions hyper claires qui l'informent, lui, en tant que profane, sur ce qu'il doit comprendre. Je vous donne un exemple. Quand vous écrivez dans un diagnostic termite trace ancienne d'infestation, le particulier qui est en face, il va comprendre qu'il n'y a pas de risque, que tout va bien, qu'il n'y a pas d'inquiétude, qu'il y a eu une infestation par le passé, mais que c'est fini. Alors qu'en réalité, trace ancienne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore une activité aujourd'hui, ça veut seulement dire qu'il n'y en avait pas le jour de votre visite. Et ça, si vous ne l'écrivez pas, si ce n'est pas clair, il ne le comprendra pas. S'il voit que vous mettez des traces d'injecteurs et que donc il y a eu un traitement par le passé, il ne comprendra pas que ce traitement, il a peut-être plus de 10 ans, qu'il n'est pas garanti et que les insectes vont revenir demain. Donc, beaucoup de sinistres viennent du fait que l'information au titre de votre devoir de conseil n'est pas suffisamment bien passée dans les oreilles du particulier qui ne comprend rien à ce que vous lui racontez parce qu'il ne connaît pas votre jargon. Et ça, les magistrats sont extrêmement sensibles au problème du petit particulier et beaucoup moins au problème du diagnostiqueur qui a bien fait son travail, qui a regardé tout ce qui était visible et accessible sans sondage destructif et qui a respecté parfaitement sa mission, mais qui a mal transmis l'information parce qu'il n'a pas su vulgariser son travail auprès du particulier. Donc, avant même de remettre le rapport, finalement, il y a un vrai travail en amont d'information. Un travail d'information, de vulgarisation pour être bien sûr que le particulier comprenne et un travail sur les petites mentions qu'on peut mettre dans tous les rapports et qui vont rappeler le b.a.-ba de la mission du diagnostiqueur et les limites de cette mission-là. Et une sémantique très claire, puisque quand on lit un petit peu les textes, le législateur a bien mis en place des termes qui sont explicites. Tous ces documents doivent être lisibles et compréhensibles par un non-professionnel. C'est marqué dans tous les textes, donc compréhensibles par un non-professionnel. Mettez des termes dont
tout le monde peut comprendre, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, aucune ambiguïté. Et déjà, ça va vous enlever une épine du pied assez importante par rapport à d'éventuelles mises en cause. Puisque si le particulier comprend le rapport, ben, il aura moins envie de partir sur une procédure parce qu'il a compris votre mission, il a compris ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu, pourquoi vous n'avez pas pu le voir. Et donc, ça clarifie beaucoup de choses quand même. Oui, ce qui vous paraît évident à vous parce que c'est votre métier et que vous êtes là tous les jours sur le terrain, ça n'est pas évident pour un profane. Très bien. Et donc, on a vu que l'amiante, finalement, a donc été vraiment le sinistre, malheureusement, numéro 1 et qui entraîne des coûts d'indemnisation très importants. Sur ce diagnostic, précisément, quels seraient vos conseils, justement, en termes peut-être de rapport? On sait que la première problématique, c'est l'accessibilité, la visibilité des matériaux amiantés. Quels sont vos conseils au regard de votre expérience et peut-être la vision finalement des tribunaux sur ce dossier-là? Alors, un premier conseil de ma part, c'est que les tribunaux estiment souvent que les mentions qui sont trop générales et qui ne vont pas rentrer dans les détails du dossier particulier, mais que vous allez mettre dans tous vos rapports sur le fait que vous travaillez sans sondage destructif et que vous ne regardez pas ce qui est visible et accessible, enfin ce qui n'est pas visible et accessible, ça ne suffit pas à interpeller le profane. Donc souvent, si vous arrivez à glisser dans votre rapport sur certaines pièces particulières que vous avez visitées, où vous avez vu qu'il y avait une moquette collée et que donc peut-être il y a quelque chose en dessous, c'est bien de le préciser et de faire une mention particulière dans la case de ce rapport-là, une mention qui n'est pas la mention générale habituelle que vous avez dans tous vos rapports. Parce que plus vous allez être précis, c'est sûr que c'est chronophage, hein, c'est sûr que ça prend du temps, mais plus vous allez être précis, moins on pourra vous reprocher d'avoir mal transmis l'information. Tout à fait, c'est un peu la même chose. Il faut vraiment avoir cette clarté au niveau du document et de bien expliquer ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas pu voir et pourquoi on n'a pas pu le voir. Même si pour vous, ça semble évident que sous une moquette collée, il y a de la colle et que ce col peut être amianté. Vous le savez aussi bien que moi, ce col amianté peut contenir de l'amiante. Mais le particulier, lui, il ne comprend pas pourquoi on ne lui a pas parlé de la colle. Et parce que vous étiez missionné dans le cadre d'une transaction immobilière. Dans le cadre d'une transaction immobilière, c'est liste A, liste B, que la colle, c'est liste C. Vous, ça vous parle, moi, ça me parle. Je suis pas sûr que les particuliers, ça leur parle vraiment. Et les juges qui sont amenés à traiter ce genre de sinistres, eux, se mettent à la place du particulier et ça leur parlera pas non plus. Donc, il faut vraiment être clair, net et précis par rapport à ça. Peut-être aller au-delà de ce que vous propose votre logiciel habituellement au niveau des remarques. Oui, il faut se montrer curieux finalement. Et clair dans la conclusion. Et clair dans la conclusion. Curieux et retranscrire un maximum d'informations sur le rapport. Si vous voyez que tous les murs sont doublés, écrivez-le. Il y a des doublages. Je ne peux pas voir ce qui est derrière les doublages parce que ça vous paraît évident à vous. Mais le profane ne se dit pas que les murs sont tous doublés et que derrière, il y a peut-être des panneaux sandwich amiantés parce que c'est une maison construite de façon industrialisée. Et ça, c'est des choses qu'il faut être capable de préciser dans le diagnostic quand vous êtes dans une maison de ce type-là. Tout à fait. Alors, je vois une question, puisqu'on parle de vulgarisation du discours, notamment en amont d'émissions. Y a-t-il une liste de jargon par diagnostic afin de prendre conscience des différents points susceptibles d'être mis en cause? Alors, je ne pense pas, je ne sais pas, en tout cas, personnellement, s'il y a une liste de jargon. Peut-être dans le cadre de vos formations, vous sensibilisez sur cela. Ben, le mot jargon me convient pas vraiment, mais je pense qu'il est important, en tous les cas, d'avoir des termes qui sont quand même clairs, nets et précis. C'est-à-dire, on parle de vulgariser, mais si on a un problème dans une charpente et que ce problème dans cette charpente se situe au niveau d'une panne, on explique que c'est au niveau d'une panne. Si c'est sur un chevron, c'est au niveau d'un chevron. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans du jargon, on est dans des termes techniques qu'il faut vraiment employer en tant que tel. Parce que si on met, il y a un problème au niveau d'une poutre, une poutre, ça reste. Oui, c'est pas très clair. Et le juge, lui, une poutre, ça lui parle. S'il y a un problème dans une panne, c'est dans une panne. Vous savez ce que c'est. Et si on prend n'importe quel juriste prendra un dicobat et il verra ce qu'est une panne. Donc, le mot jargon me convient pas vraiment, mais je pense qu'il faut être clair, net et précis au niveau des termes techniques, en fait. D'accord. Ouais. Si vous voulez, c'est plus sur les conséquences de ce que vous avez repéré et que vous avez bien décrit avec vos thèmes techniques à vous, qu'il va falloir être précis pour le particulier. Par exemple, en matière de parasites, si vous détectez de la pourriture cubique,
vous allez écrire pourriture cubique sur le châssis de fenêtre. Pour le profane, il comprendra pas que la pourriture cubique, c'est le signe avant-coureur d'une mérule qui peut se cacher derrière le doublage et que, en fonction des conditions d'humidité, ça va être très risqué ou pas. Est-ce qu'il va falloir faire passer quelqu'un pour préconiser des sondages destructifs pour vérifier ce qu'il y a derrière ou pas? C'est plus sur les conséquences, en fait, de vos constatations techniques qu'il faut essayer de parler avec des termes qui parlent à tout le monde et pas des termes trop techniques. D'accord. Donc, pour rester sur l'amiante, donc on a parlé des causes de sinistres, de la nécessité d'avoir vraiment une information très poussée, très claire pour le consommateur. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences et la vision des tribunaux, l'évolution jurisprudentielle, parce qu'on sait que depuis 2015, depuis 2 arrêts de la Cour de cassation, les conséquences ont évolué. Quelles informations vous pourriez communiquer? Oui. Alors, ces arrêts de 2014-2015 dont vous parlez, c'était en matière d'amiante et de thermite. C'est vraiment les 2 sinistres qui coûtent le plus cher, du coup. À la Cour de cassation, qu'on essayait de convaincre que le diagnostiqueur n'a pas apporté les termites dans la maison, c'est pas lui qui a apporté l'amiante dans la maison, et que donc, s'il avait mieux fait son travail et signalé tous les vices dans ses rapports, ça n'aurait pas enlevé le vice. Il aurait de toute façon était nécessaire de soigner le mal. On essayait donc de convaincre la Cour de cassation que le préjudice qui découlait de votre erreur n'était pas égal au coût des travaux réparatoires, mais seulement à la marge de négociation que ça aurait permis d'avoir à l'acquéreur. C'est-à-dire que si on dit à l'acquéreur, il y a une infestation de termites en cours, il sait qu'il va falloir faire chiffrer un traitement et il va essayer de négocier avec le vendeur, que le vendeur en prenne en charge environ la moitié, par exemple, et que lui en garde la moitié. Donc, on essayait de convaincre la Cour de cassation que la condamnation, elle doit être seulement au titre de la perte de chance et donc d'un certain pourcentage de négociation qu'il aurait pu y avoir sur le prix de vente. Et la Cour de cassation, depuis 2014-2015, nous dit non, ça ne marche pas comme ça. Votre diagnostic, c'est une sorte de garantie pour l'acquéreur. On lui garantit qu'il n'y a pas d'amiante, on lui garantit qu'il n'y a pas de termites. Et s'il avait su, il aurait pu ne pas acheter le bien, tout simplement. Donc, on doit lui indemniser l'intégralité du coût des travaux. Et donc, ça coûte beaucoup plus cher qu'à une certaine époque où on arrivait parfois à obtenir une condamnation bien moindre en faisant valoir les arguments que je viens de vous donner juste avant. Donc, effectivement, la jurisprudence n'a pas évolué en faveur du diagnostiqueur sur ce plan-là. Mais ça concerne exclusivement l'amiante et les termites, parce que sur les autres sujets, on reste sur des problématiques de perte de chance, en essayant de vérifier vraiment ce qui se serait passé dans la négociation du prix entre vendeurs et acquéreurs s'ils avaient été mieux informés dans les diagnostics. Oui, donc c'est finalement, nous constatons en tant que courtier en assurance que depuis 2015-2016, nous avons eu un pic, une augmentation des sinistres amiante. Donc j'imagine que la corrélation est faite tout de suite avec ces fameux arrêts et les montants également de sinistralité qui sont bien sûr beaucoup plus élevés, y compris sur l'amiante avant-vente. L'amiante avant démolition, on sait qu'il y a des sinistres, vous allez certainement en parler, très élevés. Oui. Mais finalement, nous constatons également que les sinistres amiante avant-vente sont également très coûteux. L'impact de ces jurisprudences, c'est essentiellement sur les diagnostics avant-vente parce que on va protéger plus des acquéreurs particuliers, des profanes. Les diagnostics avant travaux ou avant démolition, ça concerne plus des grosses sociétés qui refont des bureaux et du coup, les magistrats sont moins sensibles. Et sur les diagnostics avant-vente, on a… je ne sais plus ce que je voulais vous dire, pardon. L'impact de la jurisprudence, oui. Et le coût des sinistres. Le coût. Avant, on arrivait aussi à convaincre les magistrats, quand on était en train de parler de fibrociment, que ça ne créait pas de danger sanitaire, notamment quand on a des évaluations de bon état de conservation, et que donc il n'y avait pas de préjudice parce que vous pouvez vivre avec une toiture en amiante pendant des années sans que ça cause de préjudice. Et à cause de ces arrêts de 2014-2015, aujourd'hui, il y a quand même des condamnations à désamianter des toitures ou à enlever des canalisations en fibrociment qui pourtant ne présentent aucun risque et ne causent aucun préjudice à personne. Donc, ça a aggravé le coût des sinistres, surtout sur les diagnostics avant-vente, à cause de ça. D'accord, très bien. En termes nous avons évoqué l'état parasitaire. Quelles évolutions jurisprudentielles est-ce qu'il y en a eu? Est-ce que vous avez d'autres informations, peut-être des bonnes pratiques pour minimiser les risques? Parce qu'on sait que sur l'état parasitaire, il y a également un coût important en termes d'indemnisation. Quelles informations, quels conseils vous donneriez aux diagnostiqueurs qui nous écoutent? Le conseil principal que je leur donnerais, moi, c'est de rester concentré sur la mission qui leur est confiée. C'est-à-dire que si on est dans le cadre d'une transaction immobilière, l'arrêté est préfectoral et en règle générale,
oblige le vendeur à faire un diagnostic dans le cadre de la recherche de termites. Point. Le diagnostiqueur immobilier doit, s'il est confronté à cette situation, parce que le bien se trouve dans un secteur qui est régi par un arrêté préfectoral pour la recherche de termites, il cherche des termites. S'il ne trouve pas de termites, mais qu'il trouve un autre agent pathogène, mérule, capricorne, etc., il l'indiquera, comme on l'a dit précédemment dans son rapport, d'une manière relativement claire, et il donnera comme conseil, la norme le dit, donc il donnera comme conseil le fait de faire réaliser un état parasitaire pour que justement il y ait un autre diagnostic qui soit fait, beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu, pour dire au futur acquéreur si la problématique de mérule ou de capricorne peut avoir une incidence sur la résistance mécanique du bien, par exemple. Mais il faut vraiment rester concentré sur la mission qui est confiée. Je pense que c'est un peu la même chose si on rebondit sur l'amiante. Sur l'amiante, souvent les propriétaires ont un petit peu une vision qui est faussée puisqu'ils ont un document entre les mains. Sur ce document, on leur indique qu'il n'y a pas d'amiante. Vous savez pertinemment en tant que diagnostiqueur qu'il n'y a pas d'amiante par rapport aux matériaux qui sont visibles et accessibles sur les matériaux liste A, liste B. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amiante dans les mastiques de fenêtre. Voilà. Mais le particulier, lui, n'a pas cette vision-là, il n'a pas cette connaissance-là. Donc, ce qui a été dit précédemment pour l'amiante est valable pour le termite, rester vraiment précis, avec des termes précis, et se limiter à la mission qui est confiée. Éventuellement, dans un rôle de conseil, peut-être proposer une autre mission, de faire un état parasitaire, si on a trouvé d'autres agents pathogènes, de proposer cette mission-là. Voilà. Sur les rapports amiante, en principe, tous les logiciels, je pense, indiquent que ces rapports ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de démolition, dans le cadre de travaux, puisque c'est des diagnostics qui sont liés à l'avant-vente. Mais souvent, c'est un entrefilet d'une manière automatique, comme ce que vous disiez tout à l'heure. Peut-être le mettre un petit peu plus en exergue, vraiment qu'il n'y ait pas d'ambiguïté de ce côté-là. Voilà, je pense que c'est important que la communication et que le non-professionnel comprenne vraiment ce qu'on est venu faire et derrière la responsabilité qu'on engage finalement par rapport à la visite qui a eu lieu. Parce qu'on ne peut pas engager de responsabilité sur des choses qu'on n'a pas vues. Oui, effectivement. Voilà. Et en matière d'état parasitaire, pour ceux qui sont en Bretagne et qui en font beaucoup, parce que de plus en plus on fait des diagnostics pour la mérule, il faut aussi que vous ayez en tête que même si votre mission elle est limitée, que vous n'avez pas à vous prononcer sur la résistance mécanique des bois, que vous n'avez pas à faire de sondage destructif pour aller voir l'ampleur de l'infestation de mérule derrière, etc. Il faut d'une part bien l'indiquer parce que le profane n'en a pas bien conscience, et d'autre part ne pas hésiter à faire des préconisations, d'aller consulter des professionnels du traitement, parce que ça c'est un reproche que fait beaucoup la Cour d'appel de Rennes, qui est extrêmement sévère avec les diagnostiqueurs en matière de mérule, parce qu'elle en voit passer beaucoup des sinistres de ce côté-là. Elle reproche souvent aux diagnostiqueurs d'avoir signalé qu'il y avait des zones humides partout et de n'avoir pas pensé à dire que qui dit zone humide dit gros risque de champignons, qui est d'ailleurs peut-être déjà présent, mais on ne le voit pas parce qu'il y a des doublages. Donc, allez consulter un professionnel du traitement, faire des sondages destructifs et vérifier s'il n'y a pas un problème plus grave derrière. C'est toujours avant de signer la vente qu'il faut faire chiffrer ce genre de travaux et qu'il faut négocier avec le vendeur de pouvoir faire des petits sondages destructifs et non pas une fois que la vente est passée. Donc, comme le particulier est dans cette problématique-là, il faut que vous l'aidiez à ça et on ne pourra plus vous reprocher un défaut de devoir de conseil. Donc, n'hésitez pas à faire des préconisations, pas des préconisations de traitement ou autre, mais des préconisations d'aller voir un homme de l'art pour faire ça. Préconisation de faire des sondages destructifs si vous voulez en savoir plus. Comme ça, ils comprendront bien que vous, votre mission, elle a été limitée à un certain domaine et qu'ils ne savent pas tout ce qu'il y a à savoir sur le bien. Donc, faire des préconisations, et j'imagine qu'idéalement, il faut que ces préconisations soient écrites. Tout à fait. Oui. Des préconisations qui figurent dans le rapport. Alors, si c'est un rapport termite, vous allez le faire au niveau des constatations diverses. Ne vous contentez pas de mettre juste que vous avez vu d'autres agents biologiques de détérioration des bois. C'est pas suffisamment précis, même si la norme vous dit que vous signalez de façon sommaire. Il faut être plus précis parce que les magistrats ne vous loupent pas là-dessus derrière. Donc, dites ce que vous avez vu, si c'est du champignon, si c'est plutôt des insectes à larves xylophages, et préconisez de faire des sondages destructifs ou de faire un état parasitaire complémentaire, comme on vous le disait, ou de consulter un charpentier, un couvreur, une entreprise de traitement pour chiffrer voilà, un homme de l'art. Tout à fait. Donc, en synthèse, sur l'amiante et la termite, le termite et l'état parasitaire, si vous deviez donner 3 conseils principaux, ce seraient lesquels? Ce serait rester concentré. Rester concentré sur la mission qui est confiée, d'avoir une sémantique qui peut être comprise par un profane, un non-professionnel du bâtiment,
Et une chose qu'on n'a pas parlé, mais d'avoir un contrat de mission, un ordre de mission qui lie les deux parties et qui soit quelque chose qui cadre la mission et qui vous permette après, qui permette à l'avocat peut-être d'avoir un peu des billes entre les mains pour pouvoir vous défendre d'une meilleure manière, on va dire. Oui, mieux vous informer votre client sur les limites de la mission que vous acceptez, mieux on pourra vous défendre derrière. Les gens ont du mal à comprendre qu'au tarif où vous facturez vos diagnostics, vous ne pouvez pas passer 10 heures dans une maison et faire un audit général du bâtiment. Et ça, il faut que ça transparaisse dans vos contrats de mission. Très bien. Alors, je vois que nous avons une question sur le DPE. Quel type de sinistre DPE est indemnisé? Peut-être que nous pouvons, avant d'évoquer la loi Carrez, qui faisait partie finalement des trois diagnostics les plus sinistrés, évoquer le DPE. Oui, tout à fait. Alors, il y a deux types de DPE, comme vous le savez, les DPE sur facture et les DPE en méthode 3CL. Il ne faut pas croire que les DPE sur facture ne génèrent pas de sinistres. Nous en connaissons beaucoup. Très souvent, quand les gens achètent un bien et que leurs factures ne correspondent pas avec ce qui était celle des précédents occupants, ils n'hésitent pas à attaquer parce qu'ils pensent que le diagnostiqueur a commis une erreur et on se retrouve obligé d'expliquer la différence entre le DPE sur facture et le DPE en méthode 3CL. Et notamment parce que il n'y a pas que le coût des factures le coût de la consommation sur un DPE sur facture. Il y a aussi les caractéristiques techniques maintenant. Vous devez les remplir. Et les gens qui, bien sûr, on ne les lise pas avant la vente, vont les lire après la vente. Et quand ils se rendent compte que vous avez signalé 20 cm d'épaisseur d'isolant sur les murs extérieurs, alors qu'en fait, il y a ça sur un mur de la maison, mais pas sur tous, ils estiment qu'ils ont été trompés sur la marchandise parce que pour eux, la maison était bien isolée. Donc, il ne faut pas prendre à la légère les caractéristiques techniques que vous saisissez dans un DPE sur facture, quand bien même elles n'ont aucune influence sur le résultat, le classement énergétique, elles vont être lues à un moment ou à un autre par l'utilisateur final du diagnostic et il faut qu'elles correspondent peu ou prou à la réalité. Donc, c'est important. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de diagnostiqueurs qui le négligent sur les DPE sur facture. Alors, sur les DPE 3CL, c'est une problématique différente. Là, on a vraiment une influence des caractéristiques techniques qu'on rentre et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas visibles, que vous ne pouvez pas voir et vous vous focalisez souvent sur ce que vous déclarent les clients, les vendeurs et ça, vous ne l'écrivez pas toujours. Donc, un bon conseil que je pourrais vous donner, une bonne pratique, c'est que lorsque vous déclarez une épaisseur d'isolant ou une isolation de plancher, quelque chose comme ça, sur déclaration du vendeur, écrivez-le, précisez-le. Il y a toujours un moyen de rajouter des observations pour dire que telle ou telle information, elle vous vient du propriétaire. Comme ça, vous vous débarrassez de la patate chaude sur le propriétaire, sur le vendeur. Et comme on allait en parler, le DPE va bientôt devenir opposable au vendeur, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Donc, on va encore plus avoir besoin de dire quelles informations venaient du vendeur, lesquelles vous n'avez pas trouvé par vous-même, parce que du coup, la responsabilité pèsera sur lui et plus sur le pauvre diagnostiqueur qu'on met en cause tout le temps parce qu'on ne peut pas se retourner contre le vendeur. J'ai eu écho de certains litiges où finalement le diagnostiqueur est mis en cause parce que le descriptif qui sert à faire le DPE ne correspond pas à la réalité. Alors, si je ne me trompe, ce descriptif, il sert au diagnostiqueur pour réaliser le DPE, mais il ne s'agit pas d'un descriptif finalement contractuel, c'est indicatif. Ça dépend du DPE. Ça dépend du DPE. Dans le DPE sur facture, il n'a aucune incidence sur l'étiquette finale. Dans le DPE conventionnel 3CL, la totalité des données qui vont rentrer dans le logiciel impactent le résultat final. Le logiciel les prend en compte avec l'algorithme réglementaire pour calculer la consommation énergétique. Et quand vous ne savez pas ou que vous n'avez pas confiance dans ce que vous disent les propriétaires, il vaut vraiment mieux mettre inconnu parce que le logiciel vous le permet. Donc, quoi qu'il arrive, mettez la date de construction de la maison, vous dites que l'épaisseur d'isolant est inconnue et là, c'est le logiciel qui met en application les DTU à l'époque de la construction et vous n'avez pas de responsabilité dans ce cas-là puisque vous n'avez rien à vous reprocher, ça n'était pas visible. Donc, n'essayez pas d'aller plus loin que ce que vous êtes sûr de pouvoir découvrir dans la maison sans sondage destructif. Restez sur des certitudes. Quand vous ne savez pas, écrivez que c'est inconnu. Une chose qui est peut-être très importante aussi, c'est surtout pour le DPE 3CL, pour le DPE conventionnel, où il y a un petit paragraphe qui s'appelle observation. Et souvent, dans ce paragraphe qui s'appelle observation, la seule chose que l'on retrouve, c'est néant. Et en fait, l'observation qui doit être indiquée, on insiste beaucoup là-dessus lors des formations, les juristes insistent
malheureusement, ils insistent un petit peu tard puisque c'est que vous êtes déjà en procédure, mais on insiste beaucoup sur le fait d'indiquer que dans ce paragraphe doit être mis en évidence le fait que ce diagnostic, c'est pas un prévisionnel sur ce que vont consommer les gens. Il est fait d'une manière conventionnelle en fonction d'algorithmes où les gens sont censés se chauffer à 16 degrés la nuit, à 19 degrés le jour. Il y a 15 jours de vacances dans l'année, etc., etc. Donc, ça ne reflète pas forcément la façon dont vivaient les gens dedans ou dont l'acquéreur va vivre dedans. Il peut y avoir une grosse disparité entre les deux. Mais si, dans le paragraphe observation, on indique ça, la majorité des logiciels, peu importe lesquels, proposent des textes qui vont bien par rapport à ça, c'est une mise en éveil là aussi du diagnostiqueur par rapport au futur acquéreur, où justement il va comprendre un peu la disparité qu'il peut y avoir entre le résultat qu'on lui a donné et ce qu'il consomme. Si en observation est marqué néant, et ben lui il en déduit que ce qui est marqué sur le document quelque part, c'est ce qu'il pensait consommer. Ça sera difficile après de pouvoir argumenter quelque chose. Typiquement, ce qui n'est pas indiqué dans le modèle de rapport classique, c'est que lorsque vous êtes dans une vieille maison où il y a un jour sous la porte d'entrée, où les fenêtres ne sont pas du tout étanches, où la mise en œuvre des isolants est très mauvaise, où la laine de verre sur le plancher des combles est complètement écrasée et n'a plus aucune efficacité, ça c'est des choses qui ne sont pas prises en compte par le logiciel parce que vous allez indiquer qu'il y a bien une porte, qu'il y a bien tant de fenêtres et vous n'allez pas indiquer qu'elles ne sont pas étanches. Donc ça va complètement fausser le résultat. Ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans les observations diverses. Vous pouvez écrire, attention, mise en œuvre ou mauvaise mise en œuvre des étanchéités et des isolants, ça aurait un impact défavorable sur la consommation du bien. C'est quelque chose que vous pouvez indiquer. Alors, je vois qu'on a une question plus sur les DPE sur facture, j'imagine. Il m'est difficile d'avoir auprès des syndics les consommations énergétiques. Y a-t-il un risque de mettre un DPE vierge? Non, aucun. C'est la loi qui vous le permet. C'est prévu par l'arrêté. Donc, si vous indiquez bien que l'arrêté vous demande de faire un DPE vierge lorsque vous ne parvenez pas à obtenir les 3 années de facturation ou en tout cas une consommation suffisante et représentative de la consommation du bien, vous devez rendre un DPE vierge. Au contraire, ça fait partie de vos obligations. Mais là aussi, bien indiqué dans cette fameux paragraphe observation que vous avez fait la demande et que le syndic, vous n'avez pas pu avoir les factures, que ce soit le syndic, en fait, c'est le propriétaire qui doit vous les transmettre par l'intermédiaire de son syndic, mais qu'à aucun moment vous avez pu avoir les factures, donc vous réalisez un DPE vierge. Ça ne peut pas vous être reproché. Indiquez bien que vous avez demandé les factures et qu'elles ne vous ont pas été communiquées. Et conservez bien les mails ou les courriers que vous adressez à ce titre parce qu'il faut vous ménager la preuve que vous avez fait ça, que vous avez réclamé les consommations et que vous ne les avez pas reçues. Ça, c'est important aussi. Donc, ce qu'on peut dire peut-être pour finir avec l'histoire du DPE, c'est que si vous êtes missionné pour faire un DPE et lors de votre premier appel téléphonique, vous allez toujours demander à la personne quel est son type de chauffage. Donc, vous saurez avant d'aller chez le client si vous faites un DPE sur facture ou un DPE conventionnel. Du moment où vous avez cette information en amont, vous envoyez un mail, je le répète peut-être avec un contrat de mission, ça serait quand même judicieux, mais à minima, vous envoyez un mail en disant qu'il vous faudra avoir les 3 dernières années de facture. Vous avez la traçabilité de votre demande. Si on ne vous les fournit pas… Et sur les DPE 3CL, d'ailleurs, c'est toujours intéressant quand vous avez des interlocuteurs réactifs d'avoir également leur facture au moins de la dernière année. Ça vous permet de faire des comparatifs et de vous rendre compte quand vous avez commis une erreur parce que l'erreur est humaine et que parfois on se trompe et c'est intéressant de pouvoir s'en apercevoir tout de suite. Et bien figé, j'imagine, les conditions dans lesquelles sont réalisés le DPE, ce qui m'a été remonté dans notre équipe d'indemnisation, de ne pas hésiter à prendre des photos sur les conditions dans lesquelles vous réalisez le DPE. Sur les photos, ça, c'est vrai pour tous les diagnostics. Voilà, les photographies, c'est très important. Ça nous permet vraiment de déminer les dossiers très en amont et que ça ne parte pas devant les juridictions. Quand on a des photos qui prouvent quel était l'état du bien avant la vente, on a tout de suite beaucoup plus de facilité à défendre les dossiers en amiable. Pas d'intérêt de les mettre dans le diagnostic. Vous les archivez. Vous les archivez, le jour de la mise en cause, si un jour il y a mise en cause, vous avez un peu un argument pour faire valoir auprès de votre avocat. On est à l'ère de la dématérialisation, ça coûte plus très cher de stocker des données. C'est vraiment utile de conserver un maximum de photographies des biens que vous examinez. Tout à fait. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Cependant, il reste à peu près 10 minutes avant le temps imparti pour les questions-réponses. Donc, je vous propose peut-être d'évoquer et de communiquer vos conseils, vos bonnes pratiques sur la loi Carrez. Oui, j'imagine que les erreurs sont peut-être plus faciles à apprécier.
en la matière? Sur la loi Carrez, il y a deux types d'erreurs. Il y a l'erreur technique où on a mal mesuré, on a mal reporté sur sa fiche terrain et voilà, on n'a pas la bonne surface. Mais c'est pas ça les plus nombreux litiges. Les plus nombreux litiges viennent d'erreurs juridiques que vous auriez pu faire, alors que c'est pas votre métier d'être juriste justement. Donc c'est souvent des caves ou des garages qui sont transformés en buanderie ou en salle de jeu, mais qui restent des caves dans l'acte de vente ou dans l'état descriptif de division et qui n'auraient pas dû être incluses dans la superficie Carrez. Ça va souvent être des parties communes qui ont été annexées par les propriétaires, qui ont réuni de l'eau et qui ont annexé le palier ou qui ont annexé les WC communs d'à côté. Ou alors ça va même être parfois dans les restaurants des vérandas qui sont sur le domaine public, sur le trottoir et qui donc ne font pas partie de l'immeuble. C'est même pas des parties communes de l'immeuble, c'est carrément le domaine public, mais on a une autorisation d'occupation du domaine public et ça fait partie de la salle de restaurant sans faire partie de la superficie Carrez. Alors ça, c'est des erreurs que font beaucoup de diagnostiqueurs. En même temps, c'est pas votre métier que d'analyser sur un plan juridique le lot. Alors un bon conseil, c'est de bien indiquer dans tous vos diagnostics, dans tous vos certificats de mesurage, que vous n'avez pas eu communication du règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, des plans de la copropriété, que vous n'avez pas pu faire l'analyse du lot parce que c'est extrêmement rare qu'on vous transmette les éléments pour le faire et parce que ça n'est pas votre métier et de conseiller aux vendeurs de vérifier que la destination que vous avez indiquée pour les pièces est conforme à la réalité des actes et que les limites du lot sont toujours bien respectées par rapport à ce qu'elles sont dans le règlement de copropriété. Et laissez au notaire le travail de faire la part des choses, surtout. Chacun son métier. Tout à fait. Chacun vous êtes son métier. diagnostiqueur, vous êtes des techniciens de terrain. Le notaire est un juriste, ça sera à lui d'interpréter si le souplex parisien est un souplex ou si ça reste une cave au niveau de la copropriété. Donc, ce qu'on peut vous conseiller, c'est vraiment d'être clair, net et précis sur votre document. Peut-être de faire 2 colonnes dans le document que vous allez rendre. Une colonne où il y a typiquement ce qui doit être pris en compte dans le cadre de la loi Carrez. Et puis une colonne où vous ne pouvez pas vous prononcer parce que, comme on l'a dit précédemment, vous n'êtes pas des juristes. Vous ne pouvez pas vous prononcer sur la cave, sur la véranda, sur une loggia qui est fermée. Est-ce qu'elle a été fermée dans les règles de l'art ou pas? Vous ne pouvez pas vous prononcer. Prenez le mesurage de cette partie-là, mettez-la dans la colonne qui n'est pas soumise à loi Carrez, à vos yeux, tout du moins. Et après, le notaire, qui est le juriste, lui, décidera de l'intégrer dans la surface loi Carrez ou décidera de ne pas l'intégrer, mais ça sera sa responsabilité à lui et uniquement la sienne. Et je pense que c'est une bonne pratique. Et il vaut toujours mieux en mettre moins que plus. Et il faut que vous sachiez qu'il y a énormément d'aléas judiciaires sur toutes ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de jurisprudence qui vous disent qu'il faut mesurer le bien de la façon dont il se présente matériellement au jour de la vente, donc avec les destinations apparentes. Mais il y a eu aussi beaucoup de jurisprudence dans l'autre sens et ça, on le sait moins. Donc, il y a beaucoup d'aléas judiciaires. Il vaut mieux vous protéger. Une autre chose que je voudrais vous dire sur la jurisprudence en matière de loi Carrez, c'est que beaucoup de diagnostiqueurs pensent toujours que, en matière de loi Carrez, le diagnostiqueur n'est jamais condamné, que la Cour de cassation considère qu'il n'a pas à garantir le vendeur, que c'est au vendeur de restituer le prix des mètres carrés qui manquent, puisqu'il a vendu moins de mètres carrés, il est normal qu'il vende moins cher. C'est une réalité, la Cour de cassation dit bien ça, mais ce que certains ignorent, c'est qu'elle dit également que si le vendeur démontre que en vendant, en commercialisant le bien avec la bonne superficie, fût-elle plus faible, il avait une chance de le vendre quand même au même prix parce que c'est un bien qui présente des atouts formidables, qu'il est bien localisé, que les prix du marché dans le quartier le permettaient à l'époque et qu'il aurait pu compenser la moindre surface en augmentant légèrement son prix au mètre carré, alors le diagnostiqueur est condamné à l'indemniser. Jamais à hauteur de 100% de ce qu'il a restitué à son acquéreur, mais ça peut être à hauteur de 50%, ça peut être à hauteur de 90% quand c'est un bien d'exception. Donc, sachez que vous pouvez être condamné et que derrière, c'est votre franchise contractuelle qui est en jeu et vos primes d'assurance qui vont augmenter. Donc, la loi Carrez n'est pas à prendre à la légère, notamment pour ceux qui sont en région parisienne. Le prix du mètre carré coûte très cher et les litiges chiffrent souvent beaucoup. Donc, vous pouvez être condamné. D'ailleurs, nos statistiques le démontrent puisque nous avons constaté que finalement, la loi Carrez est dans le top 3 du nombre de sinistres, mais également du montant des sinistres indemnisés. Je vous remercie. Je vous propose, comme on a beaucoup de questions, peut-être de commencer à répondre à quelques questions. N'hésitez pas à en poser d'autres et je vous remercie de votre participation. Je vois qu'il y a une question là qui vient d'apparaître. Pour le DPE sur facture, les consommations fournies par le propriétaire sont moindres et ne reflètent pas la réalité du bâti. Dois-je classer le bien ou effectuer un DPE vierge? Là, on est typiquement dans l'idée, je pense,
d'une résidence secondaire ou d'une personne âgée peut-être qui n'habitait que 2 pièces en rez-de-chaussée d'une maison de 200 mètres carrés mais ne chauffait que 50 mètres carrés. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez classique. Donc, dans ce cas de figure, la question du diagnostiqueur est assez pertinente parce que lui se pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à ça? L'arrêté pourrait lui permettre de faire un DPE vierge en expliquant bien qu'il n'a pas eu les consommations pertinentes pour trancher. Moi, je pense qu'il est quand même préférable de faire un DPE en classant le bien, mais dans les observations diverses, bien indiquées. Attention, cette consommation ne reflète peut-être pas la réalité parce que les factures étaient sous-évaluées de par l'occupation du bien, intermittente. Tout à fait, parce que là, on peut être dans 3 cas de figure. On peut être dans le cas de figure qu'on faisait précédemment, c'est-à-dire la résidence secondaire. On peut être dans le cas de figure d'une personne qui ne chauffait qu'une partie. Et il y a le 3e cas de figure qu'il ne faut pas négliger non plus, du propriétaire qui a la connaissance de la subtilité du DPE et qui ne donne pas toutes les factures de fuel. Oui, tout à fait. Voilà, qui en garde quelques-unes pour justement valoriser le bien. Donc, le fait d'indiquer, de faire les photos des factures qui nous sont soumises, d'indiquer qu'on a eu en observation que les factures, avec un numéro peut-être de facture, d'indiquer qu'on a eu que ces factures-là entre les mains pour rédiger le rapport, de préciser qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait logique au niveau du résultat, ça permet de se garantir. Et si un jour l'acquéreur vient chercher en responsabilité, on pourra toujours dire, voilà, moi j'avais ces factures-là, uniquement ces factures-là, je l'ai indiqué dans mon rapport. Voilà. Et alors, une précision qui peut vous paraître bête, mais je l'ai vu souvent, n'acceptez pas de faire des DPE avec seulement la consommation qui vous est transmise par l'agent immobilier qui l'a lu soi-disant sur une facture. Parce que combien de fois derrière, on n'arrive pas à justifier que les factures donnaient vraiment cette consommation, on n'arrive pas à les retrouver parce que les vendeurs, ils ont déménagé, on ne sait pas où ils sont, donc on ne peut pas leur demander de réclamer à EDF une copie de leur facture, EDF refuse de les délivrer. Ça nous met vraiment en peine quand on doit travailler alors que vous n'avez plus dans vos archives les factures parce qu'en fait, vous ne les avez jamais eues. Tout à fait. Si vous les avez, vous pouvez vous en servir avec toutes les restrictions qu'on a dit précédemment. Si vous n'avez aucune facture, mais c'est simplement « Ah, le propriétaire m'a dit qu'il consommait… Voilà. Ça, c'est le DPE vierge, par contre, puisqu'on n'a pas d'éléments concrets pour pouvoir réaliser le DPE. Et il faut retranscrire, j'imagine, justement, les dires du propriétaire, de l'agent immobilier. Oui, si on n'a pas pu avoir les factures, on indiquera qu'on n'a pas pu avoir les factures. Et sinon, voilà… qu'on n'a eu qu'une partie des factures ou que ça nous semble un peu limite par rapport au bien. Oui, parfois, il faut juste faire appel à son bon sens. Quand on voit qu'une maison est chauffée que au chauffage électrique et qu'on nous fournit une consommation qui n'est pas cohérente, votre métier et votre expérience doivent vous conduire à pousser un peu plus loin et à refuser de faire un DPE qui ne serait pas conforme à ce que vous pensez. Tout à fait. Alors, en termes de DPE, vous avez évoqué tout à l'heure l'avenir proche de l'opposabilité du DPE. On a une question à ce sujet. L'opposabilité du DPE change. Qu'est-ce que l'opposabilité du DPE change pour les diagnostiqueurs? Alors, pour les diagnostiqueurs, ça ne va pas changer le nombre de sinistres parce que c'était déjà eux qui étaient attaqués quand il y avait un problème de performance énergétique de la maison. Alors, d'ailleurs, pas que des problèmes de performance énergétique. Il y a beaucoup de litiges DPE qui viennent du fait que les gens n'arrivent pas à chauffer les maisons parce que les installations de chauffage ne sont pas adaptées en termes de puissance ou parce qu'elles sont mal entretenues. Alors ça, évidemment, ça n'a rien à voir avec le DPE, mais les gens ne le comprennent pas parce qu'ils pensent qu'à partir du moment où on leur a fait un DPE qui annonce certaines isolations, etc., ils auraient dû avoir bien chaud dans cette maison. Ce qui n'est pas du tout la réalité. Le DPE ne donne aucune information sur la puissance adaptée ou pas de l'installation de chauffage ou son bon état. Ça, d'ailleurs, c'est des choses que vous pouvez peut-être écrire dans vos observations sur tous les DPE, parce que ça concerne tous les DPE. Et donc, de toute façon, le diagnostiqueur était toujours déjà le seul attaqué quand il y avait un litige sur les questions de chauffage de la maison, puisque la loi prévoyait que entre vendeur et acquéreur, ça n'avait que valeur informative et pas contractuelle. Donc, si on fait sauter cette barrière, demain, on pourra attaquer à la fois le diagnostiqueur et le vendeur. Donc, pour vous, ça ne changera pas le nombre de mises en cause, mais ça vous permettra de partager les responsabilités, parce que si on démontre dans ces dossiers-là que le vendeur a menti, qu'il n'a pas donné des informations correctes ou qu'il a caché une partie des informations, c'est lui qui devra, dans ce cas-là, être en premier lieu condamné à indemniser les acquéreurs, parce que c'est quand même lui qui a perçu le prix de vente, il ne faut pas l'oublier. Très bien. Donc nous avons une autre question. Les assureurs augmentent les prix. Comment choisir son assurance? C'est une très bonne question.
Alors, dans la question apparaît tout de suite le prix. Je dirais que selon moi, le prix, bien sûr important, mais ne doit pas être le critère essentiel. Aujourd'hui, ce qu'il faut absolument vérifier, c'est 2 points. C'est d'une, bon, bien sûr, l'accompagnement, la maîtrise de la profession, du risque, puisque c'est une profession avec ses spécificités, avec ses risques, avec ses évolutions réglementaires. Donc, il est primordial d'être accompagné par un intermédiaire ou un assureur qui connaissent bien la profession et qui vous accompagnera correctement avec les bonnes pratiques en cas de sinistre. Sinon, le point le plus important, c'est bien entendu le contrat d'assurance. D'une part, je dirais, vu ce qui s'est passé avec certains acteurs de la construction qui se sont assurés auprès d'assureurs exotiques, peut-être éviter, justement, vérifier plutôt, pardon, l'identité de l'assureur lorsque vous faites appel à un intermédiaire. En deux, je dirais vérifier que toutes les activités que vous exercez sont bien couvertes par votre contrat. Donc, il est important de bien vérifier la liste des diagnostics couverts. Et puis, en trois, vérifier les montants des franchises et des plafonds de garantie parce que c'est extrêmement important. C'est ça que vous allez devoir régler lorsque vous êtes mis en cause. Je parlerai notamment beaucoup du diagnostic amiante avant démolition ou avant travaux qui peut chiffrer très très fort parce que quand on découvre de l'amiante en cours de chantier et qu'on doit faire des arrêts de chantier, qu'on perd des loyers pendant des mois, qu'on a des surcoûts hyper importants au niveau des travaux qu'on avait prévus, tout ça, ça va faire des litiges qui vont chiffrer très fort et qui vont souvent excéder vos plafonds de garantie. Et si on est au-delà de votre plafond de garantie, pour vous, c'est la liquidation judiciaire assurée parce que l'assureur n'ira pas plus loin. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à vos plafonds de garantie. Sont-ils adaptés à votre activité? Si vous ne faites pas du tout d'amiante avant démolition ou avant travaux, alors effectivement, ce n'est pas nécessaire d'avoir des plafonds de garantie au-delà de ce que prévoit la loi, donc 350 000 € ou pour beaucoup d'assureurs, 500 000 €, ce qui est un peu plus confortable. Mais dès que vous faites que vous intervenez sur des très gros chantiers, pour des opérateurs HLM ou pour des grosses sociétés, des gros acteurs de l'immobilier construction, c'est important de bien négocier vos plafonds de garantie et de faire attention à ce qu'ils soient assez importants. Et sur les plafonds de garantie, il y a vraiment 2 points qu'il faut vérifier. La limitation par sinistre, puisque si vous avez une limitation à 350 000 € par sinistre, alors 350 000 €, 300 000 €, c'est le minimum légal. Donc, si vous avez un plafond à 350 000 €, mais que vous rencontrez un sinistre, justement, amiante avant démol, à 500 000 €, 600 000 €, voire parfois le million d'euros, bah forcément, oui, le reliquat est à votre charge. Et puis derrière, c'est la clé sous la porte, hein, malheureusement. Donc, la limitation par sinistre, mais aussi la limitation par année d'assurance. Ah oui. Imaginons, vous rencontrez 2 sinistres pour un montant total de 600 000 €. Si votre plafond de garantie annuel est de 500 000 €, vos garanties seront insuffisantes. Donc, il est essentiel et très important de vérifier vraiment cette limitation. Et malheureusement, quand les sinistres arrivent, ils arrivent en série. Hein. Ça arrive très souvent que quelqu'un n'ait aucun problème pendant 10 ans et puis tout à coup, il y a une année où il y a 3 sinistres qui vont arriver et ça peut faire très très mal. Surtout si vous exercez à titre individuel, en non personnel, faites encore plus attention à vos garanties parce que derrière, c'est votre famille que vous mettez en péril. Hein. Si l'assureur ne va pas jusqu'à la totalité des condamnations, les huissiers seront à votre porte très vite. Bon, l'objectif, ce n'est pas de vous faire peur, mais c'est vraiment important lorsqu'on voit, on connaît les montants de primes d'assurance sur le marché qui sont finalement toujours trop élevés pour le professionnel puisque c'est des charges, c'est un coût, notamment quand on démarre, c'est difficile. Mais quand on fait le ratio, le comparatif, on l'a vu avec les montants de sinistres, voilà, il est important de ne pas n'avoir comme critère que le prix et d'être vraiment très vigilant sur les montants de garantie par sinistre et par année d'assurance. Et c'est pour la raison pour laquelle, d'ailleurs, chez Verlingue, nous avons un programme qui vous couvre à minimum à partir de 500 000 € par sinistre, puis 1 million, 2 millions, etc., et sans limitation par année d'assurance. Alors, je vois que nous avons une question qui est en train d'être posée. Vous souhaitez peut-être… Sur l'état parasitaire, jusqu'où peut-on se couvrir sur, par exemple, la surface des plaintes au contact des maçonneries, le contact des menuiseries au contact de la maçonnerie? Très précis. Ouais. On peut tous couvrir. Bah, le but déjà, c'est de faire des investigations qui sont conformes à la réglementation, c'est-à-dire les investigations, elles doivent être sur la totalité des plaintes.
Ces plaintes, elles doivent être sondées tous les 20 centimètres. Les contacts des menuiseries au contact des maçonneries, elles doivent être également sondées. Donc, du moment où on fait cette action dans les règles de l'art, il n'y a pas vraiment de risque de passer à côté d'une infestation. Après, par rapport aux menuiseries, par contre, il y a quelque chose qui arrive très souvent, c'est dans le cadre de la rénovation. C'est-à-dire qu'on fait une rénovation avec une fenêtre en PVC, où le poseur va enlever les anciens ouvrants, on va venir poser en applique la fenêtre PVC et on va masquer l'ancien dormant en bois. Et c'est là où souvent on va découvrir à terme une infestation de termites. Mais là, le diagnostiqueur, c'est strictement impossible pour lui d'aller faire cette investigation-là. Donc on revient un petit peu, toujours malheureusement, sur la même rhétorique. D'être vraiment clair, c'est des fenêtres en PVC, elles font l'objet d'investigation. Ces fenêtres en PVC, on pourra avoir un coordonnet ou quelque chose comme ça qui nous indique une infestation de termites. Mais par contre, on va bien indiquer que cette fenêtre à PVC, elle est peut-être posée en applique et qu'il y a des parties qui n'ont pas été visibles, comme par exemple le dormant. Se protéger, si c'était le but de la question, c'était dans cet esprit-là, c'est de se protéger d'une manière, comment dire, rédactionnelle, pour que les choses elles soient vraiment claires, ce qu'on disait tout à l'heure. Et après, dans l'investigation, de toute façon, si c'est visible et accessible, en règle générale, les plaintes, elles sont visibles et accessibles, et les menuiseries, elles sont, sauf l'exemple que je donnais précédemment, elles sont visibles et accessibles, elles doivent faire l'objet d'une investigation et d'un sondage. C'est que de cette manière-là qu'on peut se déterminer par rapport à une infestation sur ces éléments-là. Et alors, un autre conseil que je peux donner sur cette question-là, par rapport à ce qu'on vit, nous, en expertise judiciaire, quand les sinistres sont là, les experts judiciaires vont beaucoup rechercher vos traces de poinçons. Et s'ils ne trouvent aucune trace de poinçon parce que vous avez fait les choses de façon à laisser le moins de traces possible, parce que je sais bien que pour vous, ça part d'une bonne intention, eh bien, ils vont estimer que vous n'avez pas poinçonné parce qu'ils n'en trouvent pas la preuve. Donc, ils partent du principe que vous avez mal fait votre travail, que vous n'avez pas poinçonné tous les bois de la maison, tous les 20 cm sur les plaintes, comme on vient de le dire, etc. Donc, n'hésitez pas à laisser des traces. Très franchement, les vendeurs ne s'en apercevront pas qu'il y a un petit coup de poinçon tous les 20 cm. Si pour vous, il est visible, il sera visible pour l'expert judiciaire derrière. Et c'est hyper important que vous laissiez finalement quelques traces parce que c'est la preuve d'une bonne méthodologie. Je connais beaucoup de diagnostiqueurs qui utilisent l'humidimètre parce que c'est une pointe plus fine et que ça laisse moins de traces. Mais oui, mais beaucoup d'experts judiciaires estiment qu'un humidimètre, c'est pas un poinçon et que c'est pas comme ça que la norme AFNOR le prévoit, même s'il y a discussion possible sur les termes de la norme AFNOR. Moi, je suis sûre qu'ils font très très bien leur travail, ces diagnostiqueurs-là, mais derrière, leur mise en cause, elle est moins difficile à rattraper. Donc, je vous conseille de laisser quand même des traces de votre passage. Elles sont infimes pour l'acquéreur et pour le vendeur. Ils ne le verront même pas, ils ne vous le reprocheront pas, alors qu'elles vont être très importantes pour défendre votre travail derrière s'il y a un sinistre. Alors, j'ai récemment eu 2 diagnostiqueurs immobiliers qui nous ont déclaré 2 sinistres affirmant qu'il n'y avait pas de termites et que le termite est apparu 2 jours après. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez souvent, que le diagnostiqueur assure qu'il n'y a pas de diagnostiqueur de termite, il a fait correctement son travail et finalement le c'est termite très fréquent et c'est notamment dans des maisons qui ont été vides pendant longtemps. Quand elles sont vides pendant toute la période de la mise en vente, les termites ne sont plus forcément là parce que l'atmosphère n'est pas idéale pour eux. On n'est pas dans une maison chauffée, ils peuvent moins bien circuler dans la maison. Et puis la maison devient à nouveau habitée, à nouveau chauffée et ça change complètement la façon dont se comporte la maison. Et il y a une remontée d'infestation, donc les insectes arrivent. Ou quand on parle de Capricorne, par exemple, ça peut aussi être en fonction de la saisonnalité. Tout simplement, les gens ont acheté en mars, il se passait rien, il n'y avait pas de problème. Et puis en juillet, il y a un essaimage et ça sort. Mais c'est vrai que cette chose-là peut arriver. Mais si le travail a été bien fait, qu'il y a des traces de poinçons, l'expert judiciaire verra que le diagnostiqueur a fait son travail dans les règles de l'art. Certes, l'infestation au jour de la mise en cause, il y a une infestation de termites, mais le but, vous vous engagez votre responsabilité le jour où vous êtes venu. C'est un instant T. Donc, si le termite est arrivé 3 semaines après, 2 mois après, le lendemain, je ne sais pas. Il faudrait l'interviewer, le termite, après, pour savoir quand il est arrivé. Mais en tous les cas, s'il y a des traces de poinçonnage, des traces d'investigation, ça sera très facile, plus facile pour vous défendre que s'il n'y a aucune trace. Tout à fait. Et sur ce plan-là, la petite phrase qui est prévue par la norme AFNOR d'indiquer dans vos diagnostics que votre constat ne vaut que pour le jour de votre visite et qu'il ne présage pas de désinfestation à venir, qui
on est quand même dans une zone notoirement infestée par les termites, sinon il n'y aurait pas eu de diagnostic. Il n'est obligatoire que dans ces zones-là. Donc, par évidence, il y a un risque de retour des insectes un jour, et ça, il faut que ça transparaisse dans votre rapport aussi. Vous n'hésitez pas à indiquer cette petite phrase qui est prévue par la norme. Alors, il est 18h25. Je vous propose de poser une dernière question. Il y en a une. Quel statut juridique conseillerez-vous pour être protégé en cas d'erreur? Entreprise individuelle, EIRL, SARL. Alors, je pense qu'en cas d'erreur, il n'y a pas de statut. C'est le statut, la société est créée, donc j'imagine que malheureusement, le statut ne changera pas grand-chose. On ne pourra pas changer de statut parce qu'il y a une erreur. Mais peut-être que vous pouvez conseiller. Ça, pour le coup, c'est vrai dans la profession de diagnostiqueur immobilier comme dans toutes les professions. Quand on exerce une activité sous forme de société, on est évidemment un peu mieux protégé. En tout cas, on protège mieux sa famille et ses biens personnels parce que le jour où on a un drame, un sinistre qui vient perturber tout ça, on ne pourra… Et si vous avez bien fait votre travail de chef d'entreprise et qu'on n'a pas d'erreur particulière à vous reprocher en tant que gestionnaire, on ne pourra pas venir vous rechercher sur vos biens familiaux, sur les biens communs de votre épouse, par exemple, et on ne pourra prendre que ce qui appartient à l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire s'il faut en arriver là. Donc, c'est évident que c'est plus protecteur de travailler sous un format de société. Après, quelle forme de société? Est-ce qu'on fait une SARL? Est-ce qu'on fait une SAS? Est-ce qu'on fait autre chose? Ça, c'est vraiment en fonction de questions plutôt fiscales que vous allez vous poser avec votre expert comptable, voilà, plus que des questions de protection dans votre activité professionnelle. Mais une société protégera toujours mieux l'entrepreneur qu'une entreprise individuelle. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, oui, je pense qu'il vaut, moi personnellement, je pense qu'il vaut mieux quand même être en SARL ou en SAS. Hein. C'est plus de contraintes comptables, c'est sûr, mais je pense que ça vaut la peine. Oui. Bon, avant de conclure, on va répondre à la dernière question cette fois-ci. Combien de temps sommes-nous responsables de nos documents? Alors, j'imagine que ça va dépendre de la responsabilité contractuelle, intellectuelle. Je pense que c'est pas la question. Je pense que la question, pour l'avoir souvent entendue en centre de formation, on entend souvent cette question. C'est la prescription finalement. Pendant combien de temps les gens peuvent venir me chercher en responsabilité par rapport à un document que j'ai réalisé? Pendant très longtemps, parce que les délais de prescription, qui sont de 5 ans en matière de responsabilité, ils commencent à courir uniquement le jour où on découvre votre erreur. Donc, si on découvre votre erreur 10 ans après que vous ayez fait le diagnostic, eh bien, c'est 15 ans après, jusqu'à 15 ans après, 10 plus 5, qu'on va pouvoir venir vous attaquer. Donc, ne croyez pas que vous êtes à l'abri aujourd'hui de ce que vous avez fait en 2004, parce que non, on a encore des sinistres. Et sachez aussi que les diagnostics, pour certains, sont valables 10 ans, ils sont valables très longtemps, voire certains sont valables ad vitam, tant qu'on ne modifie pas la configuration de la maison et qu'on ne fait pas de travaux. Donc, il y a beaucoup de diagnostics qui vont resservir pour plusieurs ventes successives. Alors que les gens, entre-temps, ont fait des travaux, qui ne se sont pas rendus compte que ça aurait bien nécessité de refaire un DPE ou de refaire un diagnostic camion, typiquement, parce que quand on retire des doublages, qu'on ouvre une pièce, un séjour pour le faire plus grand, etc., on va rendre visible des matériaux qui ne l'étaient pas avant. Ça, les gens ne se rendent pas compte. Donc, vous pouvez tout à fait avoir des sinistres 15 ans après un diagnostic que vous avez établi. Très bien, moi je vous remercie. On va conclure. J'espère que ce webinaire vous a intéressé, que vous allez enregistrer quelques clés vous permettant de minimiser les risques de responsabilité. Donc, on l'a vu en étant vraiment dans l'information auprès du consommateur, en encadrant bien finalement votre intervention, votre mission, en reportant dans votre rapport les conditions dans lesquelles vous intervenez, les informations que l'on vous communique, les zones que vous n'avez pas pu visiter, etc. Donc, j'espère vraiment que ce webinaire vous sera utile au quotidien pour vous permettre exactement d'exercer avec plus de sérénité et d'éviter, bien entendu, des sinistres qui peuvent aller très loin, on l'a vu. Bien sûr, nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion des risques. Et voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous souhaitiez conclure avec un petit mot en particulier. Non. On fait le tour des sujets les plus fâcheux. Bon, en tout cas, merci encore pour votre participation, votre inscription si nombreuse. Et puis, nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Au revoir. Au revoir.